Sinon, on reste tous les trois. Bon, on se met tous les trois là. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers représentants de l'école, c'est avec un plaisir tout particulier que l'équipe d'Isegoria lance ce soir un nouveau cycle de conférences à Audencia en compagnie d'un invité de marque, Pascal Boniface, enseignant à l'Université de Paris 8 et directeur de l'IRIS. Votre venue à Audencia, cher Pascal Boniface, nous est apparue comme une évidence tant le monde a changé en l'espace d'un an. 15 septembre 2008, faillite retentissante de Lehman Brothers. Élection historique de Barack Obama le 4 novembre. 2 avril 2009, sommet du G20 avec à la clé des engagements de toutes parts pour réformer la finance mondiale. Mais au-delà de symboles extrêmement forts, quelle portée peut-on accorder à ces événements qui font désormais partie de l'histoire avec un grand H ? Nous comptons sur votre éclairage pour me comprendre une année qui annonce sans nul doute d'immenses difficultés au plan économique et social, mais ouvre également la perspective d'un monde plus raisonnable et plus juste, du moins peut-on l'espérer. Avant de laisser la parole à Christine Noël pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur le parcours de notre invité. Pascal Boniface est diplômé de Sciences Po où il a par la suite enseigné. Il a participé à de nombreux travaux sur la question du nucléaire et fait partie du Conseil consultatif de l'ONU pour les questions de désarmement entre 2001 et 2005. Il étudie également les rapports de force entre les puissances, notamment le conflit au Proche-Orient ainsi que ses répercussions sur la société française. Chose surprenante à première vue, mais en fait d'une pertinence accrue pour comprendre les relations entre les peuples, Pascal Boniface est spécialisé dans la géopolitique du sport et plus particulièrement du football. Si vous préférez, il étudie l'impact du sport sur les relations internationales. Il mène ainsi des recherches sur l'avenir du football auprès de la Fédération française de foot. Il a d'ailleurs coécrit un livre sur le sujet avec Pape Diouf, ex-président de l'OM. À partir de 1990, il fonde et dirige l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques, qui s'impose aujourd'hui comme une référence incontournable en matière d'analyse géopolitique. Un véritable think tank à la française. De 1988 à 1992, il est conseiller auprès de Jean-Pierre Chevènement et collabore également avec Pierre Jox au ministère de l'Intérieur puis de la Défense. Vous pouvez actuellement retrouver ses analyses dans le magazine Challenge, le quotidien La Croix et également sur Radio France Musique. Si vous souhaitez approfondir les thèmes abordés ce soir, vous pouvez vous référer à un ouvrage paru cette année chez Armand Collin, vers la quatrième guerre mondiale, c'est bien ça, où on en est après Gaza, après Obama. Voilà pour ce parcours riche et varié, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour cette rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface qui va aborder le thème de l'ordre mondial après la crise financière et l'élection d'Obama. Et je tenais tout d'abord à rassurer les habitués des conférences Isegoria. Non, je n'ai pas kidnappé Frédéric Leroy pour avoir la chance de m'asseoir ce soir à côté de Pascal Boniface. J'avoue que l'idée m'a effleuré un instant, mais j'ai eu de la chance puisque Frédéric est retenu ce soir sur Paris pour des raisons professionnelles. Et en tant que future nouvelle marraine d'Isegoria, j'ai donc l'honneur de pouvoir introduire cette conférence. Alors, je tenais cependant à saluer rapidement Frédéric, tout d'abord pour avoir contribué à faire vivre la culture, on pourrait dire les cultures, à Audencia pendant de longues années, et également pour avoir réussi à convaincre avec l'équipe d'Isegoria Pascal Boniface de revenir en ces lieux pour la 3e fois. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement aborder 2 points que la lecture de votre ouvrage vers la 4e guerre mondiale m'a inspiré. Premier point, j'ai tout d'abord été marquée, on pourrait dire séduite, par votre sens de l'engagement, qui, à mon avis, n'est pas un engagement idéologique, mais plutôt un engagement que je qualifierais de critique. Dans votre ouvrage, 50 idées reçues sur l'état du monde, vous mettez en garde ceux qui croient qu'une affirmation est vraie tout simplement parce qu'elle est écrite dans un livre. Pourtant, aucun livre n'est exempt d'opinions, de préjugés, d'idées préconçues. C'est le cas non seulement des pamphlets, mais également des ouvrages qu'on croit plus neutres ou objectifs, c'est-à-dire tout simplement des rapports ou même des manuels pédagogiques.
Dans vos écrits, vous vous attachez avec ténacité et pugnacité à éveiller les esprits critiques, incessamment bercés par les flux d'informations ou de désinformation, continuellement véhiculés par non seulement la grand-messe du 20h, mais également les autres médias. Vous fustigez les clichés idéologiques tels que la théorie omniprésente du choc des civilisations. Vous nous alertez contre la tentation de penser que l'histoire se répète, ou pour vous dérober l'une de vos expressions, qu'elle bégaye. Pourtant, on ne peut pas penser les relations internationales par simple analogie. Votre livre, Vers la 4e Guerre mondiale, se présente ainsi comme une démonstration minutieuse, fondée sur des faits et débouchant sur des prises de position fortes. Car votre appel à une mise en mouvement de notre esprit critique s'accompagne d'un sens aigu de l'engagement. Finalement, en lisant votre ouvrage, j'ai eu le sentiment de me replonger dans le premier numéro des temps modernes. Il y a une sorte d'engagement existentialiste permanent dans chacune de vos prises de position. Et vous nous rappelez que refuser de prendre position, fermer les yeux devant le conflit israélo-palestinien est déjà une manière de prendre part au conflit. Comme l'écrivait Sartre, nous sommes condamnés à l'engagement de la même façon que nous sommes condamnés à être libres. L'engagement n'est pas l'effet d'une décision volontaire, d'un choix qui lui préexisterait. Je ne décide pas d'être ou non engagé, car je suis toujours déjà engagé comme je suis jeté au monde. Vous rompez ainsi le silence assourdissant des intellectuels français sur la question du conflit qui oppose les Israéliens aux Palestiniens. Deuxième point, votre ouvrage est la réédition, 4 ans après, de sa première édition, livre au titre angoissant. En 2005, vous montriez, je cite, que les relations entre le monde occidental et le monde musulman sont certainement le défi stratégique majeur auquel nous devons faire face. Et si le sort du monde se jouait dans le conflit israélo-palestinien ? Alors beaucoup de choses ont changé depuis. Alexandre l'a signalé, je ne m'appesanterai pas là-dessus. Jamais l'élection d'un président américain n'a suscité autant d'espoir partout dans le monde. Mais finalement, quelles sont les marges de manœuvre du président Obama ? Un seul homme peut-il réellement changer les choses et débloquer la situation ? Vous rappelez que toute analyse consacrée à l'ordre mondial doit éviter 2 écueils également dangereux. Premier écueil, le déterminisme qui conduit au fatalisme et à l'abandon. Deuxième écueil, la recherche du politiquement correct à tout prix. Premier écueil, il n'y a pas de déterminisme ni de loi de la génétique en matière de relations internationales. Vous renouvelez la formule de Simone de Beauvoir en écrivant « On ne naît pas terroriste, on le devient ». C'est une des raisons pour laquelle vous réfutez la thèse de Huntington. Il n'y a pas plus d'automaticité dans le choc des civilisations que dans le choc entre les États. Tout dépend des choix politiques qui sont faits. Nous sommes libres de notre destin. Cette liberté est synonyme d'espoir, bien sûr, mais également terriblement angoissante, car nous n'avons plus aucune excuse, finalement. Car si le conflit israélo-palestinien ou plus largement l'affrontement entre la civilisation occidentale et le reste du monde n'est pas une loi de l'histoire, alors il va falloir tout mettre en œuvre pour éviter ce qui pourrait générer une 4e guerre mondiale. Il nous appartient à nous et à nous seuls de réunir des conditions politiques qui empêcheront ce choc des civilisations. Le réalisme doit s'affranchir du politiquement correct, car comme l'écrivait Paul Valéry, voir clair, c'est voir noir. Je vais donc à présent vous laisser la parole pour développer ces thèmes avec les qualités d'analyse et d'engagement qui vous caractérisent. Bon, merci de votre accueil. Entre le nombre qui est réuni ce soir et le tombeau de compliments que vous avez fait, vous avez mis un peu la pression, mais je vais essayer de relever un peu le défi et de voir réfléchir avec vous à voix haute sur l'ordre mondial dans lequel nous nous mouvons et les rapports de force qui se déterminent et qui bougent. Juste un petit correctif, alors j'ai arrêté ma collaboration, enfin plutôt challenge pour dire vrai, arrêter sa collaboration avec moi, parce qu'il préfère traduire en anglais The Economist, donc ça c'est... Mais par contre, si vous voulez, je vous conseille, puisque en plus c'est gratuit, d'aller sur le site de l'IRIS, www.iris-
france.org, où vous pourrez avoir non seulement mes analyses, et celles aussi des autres collègues, et c'est assez intéressant pour les relations internationales. Je suis allé faire un tour, je vous le conseille, c'est vraiment très enrichissant. Il y a des vidéos, il y a des articles, c'est vraiment hyper bien fait. Et je pense que Challenge a fait une erreur gravissime. Bon, voilà. Vous avez parlé de quelques événements historiques dans votre introduction. La crise financière à 1 an d'ici, l'élection d'Obama il y a un peu plus de 10 mois, et il y a maintenant à peine 6 mois, le G20. Et à chaque fois, ces événements ont été présentés comme des événements historiques. Et ils ont été présentés par la plupart des médias et la plupart des commentateurs, et cela fait référence également à vos propos, madame, comme des moments clés de l'histoire des relations internationales, comme des moments où plus rien ne serait comme avant, comme des moments où l'humanité serait rentrée dans une phase radicalement nouvelle qui la distinguerait de celle dans laquelle elle était auparavant. Et j'ajouterais, pour faire un peu plus loin dans le temps, mais pas tellement plus loin, le 8 août 2008, puisque là également, le 8 août 2008, donc il y a à peine 1 an et 1 mois, entre la victoire militaire de la Russie sur la Géorgie et l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, on a dit que le monde avait changé, puisque la Russie et la Chine étaient devenues des grandes puissances. En fait, s'il y a un risque d'inflation, c'est celui des commentaires sur les événements historiques. Il y a un risque inflationniste dans l'économie peut-être, mais il y a une inflation d'événements historiques. Et en fait, le monde ne change pas si souvent. Ou du moins, il change chaque jour, puisque demain sera différent d'aujourd'hui. Hier n'était pas aujourd'hui. Mais les vraies ruptures historiques, les vrais moments clés dans l'histoire des relations internationales, où on a vraiment un avant et un après, qui se distinguent nettement. On peut dire qu'on n'est plus dans la même phase. On n'est pas dans la continuation et dans la prolongation d'autres choses. C'est aucun de ces événements. Pas plus le 11 septembre 2001 d'ailleurs, qui, paraît-il, n'a pas existé, mais même si chacun sait qu'il a existé, n'a quand même pas débouché sur un monde nouveau. Si je reprends les derniers événements, le 8 août 2008, on nous dit, bien voilà, la Chine est devenue une grande puissance, elle va diriger le monde parce que, malgré les appels au boycott, malgré les menaces, en fait, le monde entier est à ses pieds, le monde entier est là, et Pékin réunit autant de chefs d'État et de gouvernement qu'une assemblée générale de l'ONU. Et le même jour, la Russie, qui était habituée à être humiliée stratégiquement, à être bousculée, à être renfrognée sur elle-même, eh bien, donne en quelques heures une leçon militaire, certes à un pays qui n'est pas très puissant, la Géorgie, mais qui est quand même équipé militairement par les États-Unis et soutenu stratégiquement par le même pays. Et donc on nous dit que c'est le retour de Moscou sur la scène internationale et que c'est la montée en puissance, l'émergence soudaine de la Chine. Mais ni la Chine ni la Russie ne sont devenues des puissances la nuit du 7 août au 8 août 2008. Si la Chine accueille les Jeux Olympiques, c'est justement parce qu'on lui a accordé 7 ans auparavant. Et que 7 ans auparavant, on savait déjà que la Chine était un grand pays. Et si on accordait des Jeux à la Chine, c'est que déjà, c'était une reconnaissance de cette émergence. Donc l'émergence de la Chine, c'est un mouvement lent qui démarre il y a une trentaine d'années avec la prise de pouvoir par Deng Xiaoping, qui change, qui abandonne les principes maoïstes pour plutôt être rouge qu'expert pour celui, qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'il attrape des souris. Mais c'est un phénomène constant, lent, régulier, et non pas en un jour. Donc ce n'est pas en une nuit que la Chine est devenue une puissance. Et de même, la Russie, si elle tape du poing sur la table, et si elle se fait de nouveau respecter, et très fortement respecter, ça avait commencé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, donc 99-2000, avec la mise au pas des oligarques, des barons régionaux, le rétablissement de l'économie russe et un redéploiement diplomatique qui se fait plus entendre par rapport à la faiblesse des années Yeltsin. Là non plus, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Qu'est-ce que l'on apprend aussi? C'est pour ça, j'étais très sensible à ce que vous avez dit. C'est quoi le métier d'enseignant? C'est quoi le métier de formateur? C'est pas apprendre des choses. C'est apprendre à réfléchir, c'est apprendre à exercer son sens critique et à dire on me dit telle chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment, par différentes comparaisons, on peut analyser l'événement? Qu'est-ce que l'on nous dit le 15 septembre? Et la mise en perspective des deux types de commentaires le montre bien. Le 15 septembre, avec la chute de Lehman Brothers, on nous dit que c'en est fini de la puissance américaine, que le dernier clou a été planté dans le cercueil de sa puissance, et que George Bush, déjà empêtré stratégiquement en Afghanistan et en Irak, avec une faillite stratégique, avec une faillite morale incarnée par Guantanamo, Abu Ghraib et d'autres choses encore, eh bien, la faillite financière vient clôturer le bilan de George Bush
Et on nous dit que c'est la fin de la puissance américaine, que de nouveau, les Américains sont en déclin et qu'ils vont finalement disparaître des écrans radars des puissances internationales. En 6 semaines, c'est l'inverse. En 6 semaines, puisque Barack Obama a été élu, grâce d'ailleurs à la crise financière, puisque s'il n'y a pas eu la crise financière, Barack Obama n'est pas élu, et c'est à partir du moment où se déclenche cette crise que les sondages sont constants en faveur d'une victoire d'Obama, alors qu'auparavant c'était très disputé entre lui et son rival McCain. Et donc le 4 novembre, on apprend exactement l'inverse. On apprend que les États-Unis sont de retour, que de nouveau ils vont faire l'admiration du monde, que de nouveau ils vont faire rêver le monde entier, et que de nouveau ils vont se mettre au pilotage des affaires internationales, puisqu'on a élu qui est quelque part entre Jésus-Christ, Mary Poppins et Superman. Et si les États-Unis avaient disparu comme puissance le 15 septembre, ils n'ont pas pu raisonnablement redevenir une très grande puissance le 4 novembre. Il y a un des deux commentaires qui est faux. En fait, les deux étaient faux. Les États-Unis n'ont pas disparu comme puissance le 15 septembre. Ils n'ont pas écarté tous les obstacles de leur route et tous les nuages de leur route le 4 novembre. Et puis, plus récemment, en avril, on nous dit que le monde est devenu multipolaire. Non, le monde n'est pas multipolaire. J'y reviendrai par la suite. Le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas d'équivalence à la puissance américaine. Mais le monde est en voie de multipolarisation. Et le fait que le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde participent aux affaires mondiales ne s'est pas décrété dans l'urgence d'une crise financière. C'est simplement le constat d'une réalité qui s'impose. Le monde multipolaire était une revendication militante de Jacques Chirac. C'est un constat pragmatique de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas encore une réalité, mais c'est quelque chose qui progresse, mais qui progresse au rythme lent de l'histoire et pas au rythme des manchettes de journaux ou des unes du 20h, parce que l'histoire ne change pas chaque jour et que les vraies ruptures historiques sont rarissimes. Est-ce que le 11 septembre a changé le monde? Non. Si j'avais dû faire une conférence devant vous le 10 septembre 2001, j'aurais fait exactement la même, ou à peu près, enfin, peut-être une adaptation de l'actualité près, mais en tout cas, en termes de rapport de force, de description de rapport de force, j'aurais décrit le monde à peu près de la même façon le 12 septembre que le 10. Parce que même si les États-Unis ont été durement touchés, comme jamais ils ne l'avaient été depuis 1812, date à laquelle ils n'avaient pas la puissance qui était la leur, qui est toujours la leur, en 2001 et aujourd'hui, eh bien, les États-Unis n'ont pas été affaiblis par le 11 septembre. Ils ne sont pas devenus une non-puissance parce qu'ils ont été atteints au cœur de leur puissance commerciale symbolique, le World Trade Center, et au cœur de leur puissance militaire, le Pentagone. Et la place respective du Japon, de la Chine, de l'Europe, de la Russie n'a pas changé. Elle a changé depuis le 11 septembre, mais elle a changé par évolution graduelle. Le 11 septembre n'est en rien une révolution qui nous emmène dans un monde nouveau. Le terrorisme n'a pas été créé le 11 septembre et les grands problèmes auxquels l'humanité était confrontée le 10 septembre au soir étaient les mêmes le 12 septembre au matin et sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Conflit du Proche-Orient, terrorisme, prolifération, lutte contre le réchauffement climatique, inégalité nord-sud, etc., etc., lutte contre la pandémie de sida, etc., etc. Donc tous ces grands défis n'ont pas changé. La dernière fois que le monde a changé, c'était non pas le 11-9, mais le 9-11. Le 9 novembre 89, dont on va fêter le 20e anniversaire, parce que là, pas tout à fait ce jour-là, mais j'y reviendrai, mais à cette époque-là, le monde change, puisqu'on quitte le monde bipolaire pour entrer dans un monde qui n'est plus bipolaire, qui est pour les uns unipolaire, pour d'autres multipolaire, pour d'autres ni l'un ni l'autre, mais en tous les cas, c'est bien la fin d'un monde bipolaire, parce qu'à partir du moment où le mur de Berlin tombe, eh bien, tous les rapports de force internationaux arrêtent de tourner uniquement ou principalement autour de Moscou et de Washington. Avant 89, de l'Amérique centrale à l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est jusqu'au Proche-Orient, chaque protagoniste dans un conflit avait une adresse soit à Washington, soit à Moscou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'axe du monde n'est plus un axe Est-Ouest. Et encore, et là on voit que les commentaires et même les historiens sont réducteurs parce que, évidemment, ce n'est pas la chute du mur de Berlin qui a fait tomber le monde bipolaire. Le mur de Berlin a été construit après que le monde bipolaire ait été établi, et donc ce n'est pas sa chute. Et si le mur de Berlin est tombé, c'est parce que les rapports de force avaient changé. Parce qu'en d'autres temps, Honecker aurait fait tirer sur la foule et empêcher que ce mur tombe. Et si Honecker ne l'a pas fait, c'est que Gorbatchev l'a empêché de le faire et qui lui a dit qu'il n'était plus question que l'URSS vienne conforter des régimes qui n'avaient pas conquis de légitimité populaire en 40 ans de pouvoir.
Et donc c'est l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, sa décision historique de dire chacun son chemin, il n'y a plus de doctrine Brejnev, de remplacer la doctrine Brejnev, les pays socialistes doivent obéir à l'URSS par la doctrine dite Sinatra My Way, chacun son chemin. Bon, c'est une boutade, mais enfin ça avait été dit à l'époque. C'est donc lorsqu'il laisse la liberté aux différentes populations est-européennes, non pas pour faire le syndic d'ailleurs de faillite du communisme, mais pour tenter de sauver l'Union soviétique, ce qu'il n'a pas réussi à faire, mais c'est autre chose. Et donc on voit qu'il y a là aussi, ce n'est pas en une nuit que le monde n'est plus devenu bipolaire, mais en une phase de temps ouverte en mars 85, quand Gorbatchev prend le pouvoir, et qui s'achève en 91 avec l'éclatement de l'URSS. Mais là, en tous les cas, sur cette période historique, on a clos un chapitre. On a clos un chapitre, on en a ouvert un autre qui se décide encore sous nos yeux. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde n'est pas multipolaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'équivalence à la puissance américaine. Regardez, l'Allemagne est le principal partenaire économique, politique, stratégique de la France. Les Allemands votent dimanche. Qui en parle ? Les Allemands vont désigner, alors on peut dire qu'il n'y a pas de suspense, Merkel va gagner, oui, mais elle peut gagner soit avec le FDP, soit avec le SPD, soit, et puis on a vu des élections acquises, d'ailleurs la sienne même il y a 4 ans, qui était acquise et qui a été très contestée en des moments. Donc on ne sait pas quelle configuration gouvernementale va sortir des urnes, et vous croyez que les journaux en parlent beaucoup ? Vous croyez que ça passionne les foules ? Rappelez-vous l'enthousiasme délirant avec lequel les populations européennes ont suivi les élections du mois de juin, avec effectivement, là aussi, des soirées télévisées sans fin, un public scotché au téléviseur et des meetings pleins. Non, je rigole. Bon. Et comparé avec la façon dont ont été suivies les élections américaines. Pendant 15 mois, tous les jours, on ne parlait que de cela. L'Iowa, qui fait 3 millions d'habitants, est devenu le centre du monde pendant quelques jours parce qu'on y organisait les premières primaires démocrates. Et dans tous les pays, y compris où la presse n'est pas libre, y compris où les citoyens n'ont pas le droit de vote, on n'a parlé que des élections américaines. Pendant 15 mois, bien sûr, il y avait le rejet de Bush. Bien sûr, il y avait l'attrait de la nouveauté, parce qu'on se demandait c'était soit la première présidente, soit le premier président noir aux États-Unis. Et qu'il y avait une formidable volonté et envie de tourner la page. Mais pourquoi plus aux États-Unis ? C'est que dans chacun des 191 autres États membres des Nations Unies, on se disait que l'élection américaine était une élection mondiale. Et que selon les résultats des élections aux États-Unis, il y aurait un impact sur la vie économique, la vie politique, la vie sociale du pays dans lequel on vit. Il y a eu des sondages, on a demandé aux Français et à tous les pays européens pour qui ils votaient. L'élection de Barack Obama était une élection mondiale au suffrage censitaire, parce que seuls les électeurs américains ont eu le droit de vote, mais on a demandé à chaque pays pour qui il était. D'ailleurs, le monde entier était encore beaucoup plus favorable à Obama que les électeurs américains eux-mêmes. Mais pour faire donc une comparaison entre un pays aussi important pour la France que l'Allemagne, pour lequel je doute qu'il y ait vraiment une majorité de gens qui sachent qu'il y a des élections décisives qui sont organisées en 4 jours, et en tous les cas les journaux sont d'une discrétion, d'une pudeur absolue dessus, et l'enthousiasme, la passion et l'intérêt, parce qu'on disait ça compte. Là, oui, il y aura un impact sur la France, sur l'Allemagne, sur la Chine, sur l'Afrique du Sud, le Brésil, etc., etc. On voit bien cela. Aujourd'hui, pour les 191 autres États que les États-Unis, membres des Nations Unies, la relation bilatérale la plus importante est la relation avec Washington. Ce n'était pas vrai du temps de la guerre froide. Quand il y avait des relations Est-Ouest, eh bien, si on était polonais, la relation bilatérale la plus importante, elle était avec Moscou. Si on était algérien, c'était avec la France. Si on était sénégalais, c'était aussi avec la France. Si on était nord-coréen, c'était avec la Chine. Aujourd'hui, que l'on soit ami ou ennemi, la relation bilatérale la plus importante, on pourrait mégoter, est-ce que pour Paris et Berlin, ce n'est pas encore entre eux et pas tout à fait là, quoique je pense quand même que Nicolas Sarkozy met plus d'empressement à se faire photographier auprès de Barack Obama qu'auprès d'Angela Merkel. Mais pour tous ces pays, c'est la relation prioritaire. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Iran. Pour l'Iran, on comprend pour Israël. Sa sécurité, sa protection stratégique et juridique dépendent des États-Unis. Mais pour l'Iran également. L'Iran négociera d'un point de vue stratégique avec Washington et avec personne d'autre. C'est vrai pour la Colombie et pour le Venezuela. La Colombie a des rapports idylliques
avec les États-Unis, puisqu'ils développent même des bases militaires, ce qui peut poser problème, on verra. Le Venezuela ne rêve que de pouvoir être l'aiguillon qui vient piquer le géant américain, mais en tous les cas, les deux ont un focus principal sur Washington, et c'est vrai autant pour la Corée du Sud que pour la Corée du Nord. Donc on est dans une situation historique exceptionnelle où un pays occupe une place inégalée dans l'histoire. Il y a eu des empires dans l'histoire. Les Américains n'aiment pas dire, n'aiment pas entendre, surtout, et ils ne le disent pas, mais ils n'aiment pas entendre qu'ils sont à la tête d'un empire ou seulement de la liberté. Mais sans avoir la connotation péjorative que cela peut avoir dans le vocabulaire philosophique ou politique, parlons d'empire comme état de fait, comme puissance. L'Empire romain, c'était un empire sur les pourtours de la Méditerranée, c'est un empire régional. L'Empire mongol aussi. L'Empire napoléonien était très peu durable et il est aussi européen. L'Empire américain est le premier empire de l'âge global. Nous vivons à l'heure de la globalisation, de Tokyo à Oslo. Les Américains ont une présence stratégique majeure. Il n'y a pas un pays dans lequel leur poids stratégique ne se fait pas sentir, soit de façon amicale, soit de façon mixte, soit de façon vécue, à tort ou à raison, comme étant inamicale, voire agressive. Aujourd'hui, sur les 4 éléments, et c'est vraiment une première, jamais cela n'est arrivé dans l'histoire. Si on prend les 4 éléments de la puissance, stratégique, économique, technologique et culturel au sens large, eh bien dans les 4 domaines, les Américains font la course en tête. Et encore plus si on réunit ces 4 critères. Stratégique, c'est évident. Là encore, première dans l'histoire, les États-Unis dépensent à eux seuls la moitié des dépenses militaires mondiales. L'aide publique au développement, c'est 70 milliards par an, dont quelques milliards de remises de dette pour l'Irak et l'Afghanistan, qui sont peut-être pas. Les dépenses militaires mondiales, c'est 1300 milliards. La moitié est faite par les États-Unis. Jamais dans l'histoire, un pays n'a à lui seul dépensé la moitié des dépenses militaires mondiales, pour une sécurité qui n'est pas renforcée. Parce que les Américains ne se sentent pas pour autant en sécurité. Et qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fin à cela. Ils faisaient 37% des dépenses militaires mondiales le 11 septembre 2001, ils en font 50 maintenant, mais il n'y a pas une meilleure sécurité parce que tout simplement, à l'âge de la globalisation, la puissance n'est pas synonyme de sécurité, parce qu'il y a des menaces asymétriques, des guerres asymétriques, le terrorisme, etc., et des acteurs non étatiques. Mais en tous les cas, jamais dans l'histoire, un pays n'a eu une telle part de marché en termes de dépenses militaires, même si donc c'est un peu vain, et que même on peut dire qu'à bien des égards, la puissance militaire américaine, le hard power, est venue desservir les Américains. Quand on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et donc George Bush a voulu surutiliser la puissance militaire, ce qui l'a amené à l'échec en Irak. Mais en tous les cas, aucun pays aujourd'hui, du temps Est-Ouest, l'URSS, il y avait ce qu'on appelait la parité stratégique. Donc l'URSS pouvait dire ne m'embêtez pas à Cuba parce que je fais ce que je veux et on peut vous menacer également. Ça, ce n'est plus vrai. De temps en temps, les Américains protestent contre la montée en puissance des dépenses militaires russes et chinoises qui font chacune, respectivement, 10% des dépenses militaires américaines. Donc ça ne vaut pas. En économie, le PNB, je sais pas me tromper sur les chiffres, parce que j'ai une école sérieuse quand même économique, le PNB américain, c'est 1300 milliards de dollars. Pardon, oui, vous avez raison, 13 000 milliards de dollars, merci de la correction. Le Japon, qui vient en numéro 2, est 4 200. Donc il y a un rapport de 1 à 3 entre le numéro 1 et le numéro 2. Et la Chine, qui monte, bien sûr, mais elle en est à 3,2, 3,3 selon les parités, comme l'Allemagne à peu près. Donc elle est dans un rapport de 1 à 4 en termes de PNB par rapport aux États-Unis. Puissance technologique, quels sont les symboles même de la technologie? C'est Microsoft. La preuve, dès que l'on veut faire quelque chose en France ou dans tous les pays, on dit on va faire une Silicon Valley à la française. Donc ça veut bien dire que le modèle, il est là-bas et pas chez nous. Et donc dans les symboles de la haute technologie, dans les OGM, etc., les États-Unis font également la course en tête. Et puis, dernier atout qu'il ne faut pas négliger, la puissance culturelle. Peut-être pas au sens européen du terme, au sens de marché culturel.
On peut dire, si vous vous rappelez la formule de Staline à l'égard du pape, le pape, combien de divisions? Pour dire, il n'a pas de puissance militaire, il ne compte pas. L'histoire a prouvé l'inverse. Et on pourrait dire, CNN, combien de divisions? Combien Hollywood pèse dans le débat public international? Hollywood, c'est de l'argent, puisque les exportations, c'est à peu près le même montant que l'aéronautique, donc c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est aussi une façon de participer au combat idéologique, et ça ne date pas d'hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent ou ont vu l'un des premiers dessins animés de Tex Avery, ou Les Trois Petits Cochons, mais qui n'a rien à voir avec Walt Disney, puisque le loup c'est Hitler et non pas le loup classique. C'est une façon quand même de préparer l'opinion américaine à la guerre, puisque les loups, pour s'en sortir, procèdent à un réarmement massif et non pas à la construction d'une maison qui les protège. Et puis, on pourrait multiplier les exemples de films d'espionnage pendant la guerre froide. Donc tout ça, ça fait de l'influence, tout ça, ça façonne les esprits. 500 000 étudiants qui vont chaque année aux États-Unis, qui soit y restent et donc font du brain drain, soit repartent et ramènent avec eux une part d'influence américaine dans leur pays d'origine, ça aussi c'est beaucoup. Donc il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Si on prend les autres grands éléments, je surveille la montre, les autres grands ensembles de puissances, eh bien on voit qu'ils ne sont pas à la hauteur. L'Europe pourrait être à la hauteur. L'Europe, sur le plan économique, si on fusionne les 27 PNB, c'est même plus que les États-Unis. Sur le plan technologique, il y a des moins bons, mais même dans les technologies de l'information, on est un peu en retard, mais pas tant que ça. On est concurrentiel. Sur le nucléaire, on est même en avance. Sur les trains à grande vitesse aussi. Sur les OGM, on est en retard, mais ce serait peut-être un bienfait s'ils étaient interdits. Sur l'aéronautique et le spatial, on se mesure, et même peut-être une petite avance également. Enfin bref, technologiquement, l'Europe, oui. En termes d'influence, bon, ça c'est sûr que France 24, c'est pas CNN, c'est clair, mais en termes culturels, bon, la BBC, Deutsche Welle, etc., il y a quand même des choses sérieuses qui sont TV5 Monde, etc. Il y a quand même quelques références solides et une attraction qui reste quand même. Ce qui manque à l'Europe, c'est la puissance stratégique, parce que l'Europe n'est pas un acteur global. L'Europe, il serait cruel de dire que c'est un guichet plus qu'une puissance, mais, ou alors en termes plus polis, pour reprendre l'expression d'un philosophe, Zvetan Todorov, c'est une puissance douce. Un philosophe qui s'est mêlé de stratégie avec grand bonheur d'ailleurs, et grande lucidité. Mais la puissance douce, c'est bien, c'est la distinction qu'avait faite John Nye en 90 entre le hard et le soft power. Le soft power, c'est le pouvoir d'influence, le pouvoir de convaincre. Le hard power, c'est le pouvoir de contraindre, de forcer. Donc le pouvoir militaire, les sanctions économiques, tout cela. Le pouvoir d'influence, c'est parvenir à convaincre quelqu'un que son intérêt est commun avec le vôtre, et donc il va vous suivre beaucoup plus facilement. Mais ce qui est vrai pour une puissance, c'est également pour un enseignant. On a plus le calme dans son amphi si on tient des propos intéressants que si on dit sans cesse taisez-vous. Et pour une puissance, on a également plus de bénéfices à se faire suivre si on convainc les autres que leur intérêt est commun, plutôt que de forcer par la force. Sauf que le hard power, c'est aussi utile et que le soft power doit s'appuyer sur une puissance militaire. Et comme l'Europe est divisée, n'a pas la même vision stratégique, est encore séparée, et puis n'a pas les dents tout simplement militaires pour agir, n'a pas ses dents communes. Il ne s'agit pas de se mesurer aux États-Unis, mais d'avoir au moins le minimum pour faire, si nécessaire, une intervention sérieuse, loin des bases avec toutes les garanties juridiques, etc. L'Europe n'a pas cela. Elle ne l'a pas parce que, historiquement, elle a, après la Seconde Guerre mondiale, remis les clés de sa sécurité aux États-Unis et que lorsque l'URSS s'est effondrée, qu'elle aurait pu les reprendre puisqu'il n'y avait plus la menace, elle ne l'a pas fait. Mais les choses changent. L'Allemagne, par exemple, n'aurait pas pu s'opposer à la guerre d'Irak il y a 10 ans auparavant. Lorsque l'Allemagne, regardez la différence d'attitude entre l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne n'a plus de menace soviétique. L'Allemagne n'a donc plus besoin de la protection américaine. Et lorsqu'elle n'est pas d'accord avec les États-Unis, sur un sujet stratégique majeur comme la guerre d'Irak ou comme, il y a encore peu, le bouclier antimissile, elle peut dire non et le faire haut et fort aux États-Unis. Ce que ne peut pas faire le Japon. Parce que même si le Japon a quitté la décennie perdue qui a plutôt duré 12 ou 13 ans, donc croissance zéro pendant 12-13 ans avec une crise morale parce que les jeunes générations refusent le modèle
acceptable quand on a perdu la guerre, qu'on a reçu 2 bombes nucléaires et qu'on est occupé militairement pour la première fois, mais qui ne l'est plus quand on est devenu la 2e puissance économique mondiale. Et donc veulent aussi du loisir et pas seulement du valeur travail, que les femmes réclament leur part, que le modèle de gouvernance japonais trop consensuel est remis en cause parce qu'il est signe d'inefficacité, et que le pouvoir économique n'est pas transformé en pouvoir stratégique. Le Japon repart avec maintenant une bonne économie, a un leadership transformé avec les récentes élections, socialement bouge. On ne peut plus dire, il veut se faire entendre sa voix dans le concert mondial. De Gaulle ne pourrait plus dire, comme il l'avait fait en 1964, en recevant le Premier ministre japonais, j'ai cru rencontrer un homme politique, je n'ai vu qu'un marchand de transistors. Non, maintenant, le Japon veut également participer. Enfin, maintenant, il ne pourrait plus le dire, parce que ça serait un tonnerre de protestation, mais c'était avant le politiquement correct, j'imagine. Mais le Japon se heurte toujours à une grande barrière dont il est d'ailleurs en partie le propre édificateur. C'est qu'il ne s'est pas réconcilié avec ses voisins régionaux, parce qu'il n'a pas fait le même effort de travail de mémoire que l'Allemagne par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon, du fait d'Hiroshima et Nagasaki, se vit autant comme victime, se vit même, je dirais, plus comme victime que comme coupable de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ils ont commis des crimes atroces. Mais ils ne veulent pas reconnaître d'avoir contraint à la prostitution 200 000 jeunes femmes coréennes. Et bizarrement, les Coréens, ça ne leur plaît pas. Ils ne veulent pas reconnaître le sac de Nankin. Il y a un film qui vient de sortir qui fait où 300 000 Chinois ont été passés au fil de la baïonnette. Et c'est appelé encore dans de nombreux manuels japonais l'incident de Nankin. C'est quand même un incident d'une gravité assez sérieuse, on peut penser. Et donc, le Japon n'a pas fait ce travail sur lui-même, parce qu'il dit qu'il a été victime de la guerre. Et donc, les Chinois, bien sûr, en profitent pour faire peser sur eux une menace existentielle. Les Japonais sont persuadés, l'histoire leur donne pour l'instant raison, qu'il n'y a jamais eu 2 grandes puissances en Asie, ça a été soit eux, soit la Chine, et que là, le vent souffle en faveur de la Chine, et donc à leur détriment. Et comme ils ont toujours cette mauvaise relation avec le passé, les voisins, y compris non communistes, ne sont pas d'accord pour que le Japon se dote d'une véritable capacité militaire. Et donc le Japon est en situation de fragilité par rapport à la Corée du Nord, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, avec laquelle ils n'ont toujours pas réglé les problèmes frontaliers issus de la Seconde Guerre mondiale. Et la Corée du Sud, qui normalement partage un système économico-politique avec le Japon, eh bien, j'y étais en octobre dernier, un sondage était paru dans les journaux coréens. On demandait aux Sud-Coréens quel est le pays, la population pour lequel vous avez le plus d'hostilité. Corée du Nord 10%, Chine 11%, Japon 57%. Donc le Japon, et s'ils veulent s'armer, on rappelle toujours la phrase de l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan, qui disait « On ne donne pas de bonbons à la liqueur à un ancien alcoolique ». Donc le Japon se vit dans une fragilité à la fois naturelle, de par son environnement géographique, et stratégique, parce qu'il regarde médisé le développement de la Chine, qui monte, il participe au développement de la Chine en pensant qu'il y a intérêt, qu'il n'a pas tellement le choix, et il a aussi un peu, quelque part, l'impression qu'il est en train de créer son propre ennemi et son propre adversaire, et en tous les cas la puissance dominante, avec le traumatisme des années Nixon-Kissinger, lorsque diplomatie du ping-pong, visite sur le mur, les Américains ont reconnu la Chine populaire et abandonné Taïwan, mais sans prévenir le Japon, qui était leur partenaire principal et leur protégé principal. Et donc les Japonais vivent dans cette angoisse. Donc, eh bien, s'ils ont un différend économique, politique ou stratégique avec les Américains, ils ne disent rien parce que durablement, les Japonais ont besoin de la protection stratégique américaine. Donc la fin de la guerre froide n'a pas eu les mêmes effets en Asie qu'en Europe. En Europe, elle est venue débarrasser du sentiment de menace territoriale l'ensemble des pays européens. En Asie, non. En Asie, non. Et le Japon se vit toujours comme étant en danger. Il est donc par rapport à la Chine, dont tout le monde dit qu'elle sera la première puissance de demain. 2044, le 200e anniversaire des traités inégaux, les Chinois disent qu'ils ont toujours été la première puissance mondiale, à l'exception des 2 derniers siècles, mais qu'ils vont finalement reprendre en 1820. La Chine, c'est 30% et 29% de la population et 29% du PNB mondial. Donc ils vont
revenir à cet étiage-là à peu près. Et donc, bon, je veux dire, vous avez dû avoir des tonnes de cours là-dessus, donc je ne vais pas être redondant. Quelles sont les fragilités chinoises ? Eh bien, est-ce qu'on tient collé comme ça longtemps 1,4 milliard d'habitants ? Est-ce que c'est pas tellement les risques d'éclatement ethnique avec les Tibétains et les Ouïghours. Enfin, c'était pas un produit alimentaire. Les Ouïghours, contrairement à ce que pensent certains, ne sont pas un produit alimentaire. Ils sont un peuple musulman vivant en Chine. Mais plutôt par l'éclatement économique entre les zones très riches, côtières, et les zones où il y a encore 400 millions de Chinois qui ont moins de $2 par jour. Et bizarrement, en Chine comme ailleurs, ceux qui ont beaucoup ne veulent pas tellement partager. Et donc, ceux qui sont à Shenzhen ou à Shanghai, ils n'ont pas vraiment envie de partager avec des gens qui vivent à des siècles d'eux-mêmes. Et ils seraient tentés par une sorte de sécessionnisme économique qui avait inquiété il y a quelques années l'Académie des sciences chinoises. Bien sûr, le vrai enjeu pour la Chine, c'est est-ce que le pouvoir d'achat crée le bulletin de vote ? Est-ce que, à la taïwanaise, est-ce que, à la sud-coréenne, l'élévation du niveau d'achat, du pouvoir d'achat, l'entrée dans une modernité économique tient lieu de démocratisation ? Est-ce que, pour l'instant, il y a un pacte social en Chine ? C'est le régime marche, et donc les gens ne disent rien. En 89, Tiananmen, c'est quoi ? C'est on tire sur le citoyen, mais on satisfait le consommateur. Et effectivement, les consommateurs chinois sont plutôt satisfaits parce que ce que se disent les Chinois, ce que plus personne se dit dans le monde occidental, c'est que ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain pour la majorité d'entre eux. En Europe, la majorité d'entre nous pense plutôt que ça ira moins bien demain. Peut-être à tort, mais c'est en tous les cas le sentiment dominant. Donc il y a un pacte social. Le régime est un peu répressif, oui, mais il marche. D'ailleurs, c'est pareil à Singapour, c'est pareil en Malaisie, c'est pas un système communiste, c'est un système asiatique. Mais au bout d'un certain temps, Corée du Sud, Taïwan, on démocratise. Donc peut-être que la Chine suivra ce même modèle. Et la deuxième inquiétude, c'est est-ce que les Chinois vont profiter de leur domination économique pour imposer leur ordre, pour vouloir être les maîtres du monde ? Est-ce que la Chine est le rival des États-Unis qui va venir remplacer le rôle de l'Union soviétique dans la guerre froide ? Non. Les Chinois, ils ne veulent pas imposer leur modèle, eux. Ils veulent prendre la tête de la course. On n'est plus dans une compétition idéologique de savoir si le modèle communiste soviétique ou libéral américain va gagner. Les Chinois ont un modèle d'économie socialiste de marché dans lequel le troisième terme compte plus que le deuxième. Et ce qu'ils veulent, c'est prendre la tête de la course. Ils veulent doubler les Américains. Ils ne veulent pas les mettre à terre, surtout qu'ils ont des intérêts liés, puisque en grande partie, c'est le marché américain qui absorbe leur surplus, 100 milliards de dollars de surplus commerciaux, et que les Chinois sont les premiers détenteurs de bons du trésor devant les Japonais désormais aux États-Unis. Et donc, quand le dollar baisse, la Chine s'appauvrit un petit peu. Donc, ils veulent plutôt que les États-Unis atterrissent un peu en douceur, mais pas s'écroulent. Et en tous les cas, ils veulent prendre la tête, être la première puissance mondiale d'un monde qui serait à peu près fait à leur volonté. Un mot pour terminer sur la Russie. Eh bien, la Russie... on dit souvent, mais comment se fait-il que Poutine est si populaire ? Ce n'est pas un démocrate. D'une part, la popularité n'a rien à voir avec la démocratie. C'est deux choses tout à fait différentes. Oui, Poutine est populaire. Et s'il est populaire, ce n'est pas parce qu'il y a de la censure, que la presse est aux ordres, que la justice... Oui, c'est vrai, la presse est aux ordres, la justice légalement, mais Poutine est sincèrement populaire. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont assez... Et il a des taux d'approbation de 70%. Après 8 ans de pouvoir, et même 9 ans maintenant, soit comme président, soit comme Premier ministre, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir là où Poutine a pris le pouvoir et dans quel état il l'a. Lorsque Poutine prend le pouvoir, la Russie est humiliée, le PNB russe a été diminué de moitié en 9 ans. Bravo Yeltsin, qui passe pour un grand démocrate, ce qui est très douteux d'ailleurs, mais qui, grosso modo, a un peu transmis sa propre santé à son pays, en l'épuisant complètement, en faisant un pays titubant. Donc un PNB qui chute de moitié en 9 ans, imaginez que votre pouvoir d'achat soit réduit en 9 ans de moitié. Et avec des écarts en plus, parce que ça n'a pas été des privatisations, ça a été une appropriation
collective par un petit nombre des richesses nationales, avec donc des écarts sociaux qui ont explosé dans les années 90. Et avec une production agricole qui diminue de 40%, même Staline, avec la décolonisation, n'y est pas parvenu, son score n'était que de 25%, donc là encore, bravo Yeltsin. Et j'ajoute des humiliations successives, puisque de la guerre du Kosovo à l'élargissement de l'OTAN, à l'absence totale de présence au Proche-Orient, en Afrique, eh bien, la Russie était devenue un pays qui ne comptait plus sur la scène internationale. Alors bien sûr, le citoyen russe n'est pas dans une situation rêvée, ça ne change pas beaucoup. Ça ne change pas beaucoup parce que, mis à part une brève période entre 87 et 89, quand Gorbatchev était réellement aux commandes et qu'il ne l'avait pas encore perdu, le russe comme citoyen n'a jamais existé vraiment. Par contre, il y a deux autres catégories de Russes qui sont, eux, très contents, c'est le patriote et le consommateur. Parce que le consommateur a vu son pouvoir d'achat personnel doubler en 8 ans, que la classe moyenne, ça fait maintenant 30% de la population, en grande partie, merci George Bush, grâce à la guerre d'Irak et l'augmentation, parce que lorsque Poutine prend le pouvoir, le baril est à $15. Bien sûr, lorsque après il augmente pour passer un pic de 150, même 75 aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais ce n'est pas uniquement les matières premières énergétiques. Et puis c'est le respect. La Géorgie, l'Ukraine sont ramenés à récipiscence. La Russie est l'un des rares pays qui parle et avec Israël, 1 million de citoyens israéliens qui sont originaires de Russie, et avec le Hamas. Les pays européens ne peuvent pas le faire. Les États-Unis ne le font pas. Il y a 2 pays qui le font avec bonheur. Un levier important, c'est la Turquie et la Russie. Donc la Russie est revenue sur le devant de la scène internationale, n'aura plus jamais, il ne faut jamais dire, en relation internationale comme dans le football, il ne faut jamais dire toujours et jamais, dans aucun des cas. En tout cas, à vue humaine, n'aura pas la puissance qu'avait l'Union soviétique, mais est redevenu un acteur important avec lequel il faut compter. Et la preuve, d'ailleurs, Barack Obama l'a réalisé, puisque s'il a fait son geste sur la défense antimissile qu'il ne veut pas déployer en Pologne et en République tchèque, on peut dire que c'est parce qu'il ne veut pas déployer un système défensif contre une menace qui n'existe pas, avec une technologie qui reste inventée et un argent qui a déjà disparu, mais c'est qu'il veut avoir de bonnes relations à long terme avec la Russie pour la réengager. Et puis, derrière ces 5 puissances qui sont restées les mêmes, l'ordre a un peu évolué, mais donc on voit que le monde n'est pas multiple. Bon, on pourrait parler peut-être dans le jeu des questions-réponses. Je sais que la première question sera, vous n'avez pas parlé d'eux, parce que s'il est déjà difficile de faire le tour du monde en 80 jours, c'est encore plus difficile en 50 minutes. Mais l'Inde et le Brésil sont des puissances en devenir et ne sont pas encore dans le cercle de ces puissances. Mais elles montent. Et donc, deux conclusions. La première, c'est que le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, le monde n'est pas multipolaire. Il n'est pas unipolaire, pardon, Il n'est pas non plus unipolaire parce que les États-Unis ne peuvent pas seuls régler le sort du monde, décider de l'agenda international. Et Barack Obama, contrairement à George Bush, l'a compris, puisque une de ses premières phrases, ça a été de dire « Les États-Unis seuls ne peuvent pas régler l'ensemble des problèmes du monde, mais sans les États-Unis, le monde ne peut pas régler la plupart de ses problèmes. » Donc un engagement constructif, mais pas l'illusion. Si le monde était unipolaire, Ahmadinejad, 1 ne serait plus au pouvoir, 2, l'Iran aurait renoncé à son programme d'enrichissement de l'uranium. Si le monde était unipolaire, les Palestiniens et les Israéliens seraient parvenus à un accord sur la paix, quel que soit cet accord, parce que le patron américain aurait dit « vous signez là, et il n'y a pas d'alternative ». Si le monde était unipolaire, la Corée du Nord aurait elle aussi renoncé à ses armes nucléaires, et Chavez serait, guide touristique à New York, ou en tous les cas, aurait quitté le pouvoir et ne ferait plus. Et donc je pourrais multiplier les exemples. Le monde n'est pas unipolaire parce que dans un monde globalisé, la puissance est tellement diffuse, émiettée. Si on y ajoute les États, si on y ajoute les ONG, l'opinion publique, les grands acteurs individuels, etc., la puissance est émiettée et aucun acteur, quelle que soit sa propre puissance, ne peut avoir seul une action déterminante. La guerre d'Irak a été le summum des limites de l'unilatéralisme et de l'échec de la fin de l'illusion d'un monde unipolaire. Donc le monde n'est pas unipolaire parce que
un seul pays, quel que soit son écart de puissance avec les autres, ne peut s'attaquer seul aux problèmes du monde. Il y aura finalement 3 conclusions. Deuxième conclusion, le monde occidental, le rêve de domination du monde occidental sur le reste, c'est fini. Le monde est en voie de multipolarisation. Si on faisait une carte du monde en 1914, 1918, si vous mettez l'Europe en bleu, le reste du monde est d'une couleur bleue, entre les possessions et les alliés. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des pays qui montent, qui ne sont pas encore l'équivalent de puissance, mais qui ont leur mot à dire et qui ont un souvenir du colonialisme. On dit souvent la Chine est contre l'ingérence parce que c'est une dictature. Mais le Brésil, l'Afrique du Sud ne sont pas des dictatures, sont contre l'ingérence. Parce que pour eux, l'ingérence, ce n'est pas des infirmiers sympas qui vont porter secours à des malades, ce sont des militaires qui viennent casquer, dire ce qu'il faut faire. Donc il faut qu'on se rende compte, lorsqu'on est occidentaux, que l'époque où on pouvait dire « Bon, les gars, voilà comment ça va se passer, et maintenant c'est terminé », c'est une époque révolue. Si on ne s'en rend pas compte, on va s'affaiblir. Et par rapport au débat, par exemple, sur l'Iran, si le monde occidental a l'illusion de dire « Eh bien, on va décider ce qu'on va faire avec l'Iran », sans essayer de convaincre la Russie, la Chine de marcher avec nous, on va droit à l'échec, d'où d'ailleurs le fait que Barack Obama l'a très bien compris et essaie de faire différemment. Et enfin, dans les 2 minutes qui restent pour respecter les 21 heures, eh bien Barack Obama a été élu. C'est une formidable bouffée d'air frais, à la fois pour la société américaine, c'est un formidable espoir pour le monde, bien sûr. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, immédiatement, dès son élection, il y a 2 erreurs qui ont été commises. La première, c'est de penser qu'on avait élu, enfin que les Américains avaient élu, le président des Nations Unies. Non, on a élu le président américain. Les Américains ont élu leur président, le président des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est l'intérêt national américain que Barack Obama va défendre. Il ne va pas défendre les droits des Français, des Allemands, des Kenyans, etc., même s'il est originaire de là-bas. Il va défendre l'intérêt national américain, et rien d'autre. Bonne nouvelle, il en a une vision plus intelligente, ce qui n'est pas difficile, que son prédécesseur. Et donc, il aura une vision plus multilatérale, plus pertinente d'un intérêt national américain qui n'est pas, par définition, incompatible avec les autres intérêts nationaux, parce que lui ne dira pas « ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous », contrairement à George Bush, qui, à mon avis, sans le savoir, reprenait une phrase de Lénine. Et deuxième illusion qui commence un peu à s'effriter, mais qu'il ne fallait pas avoir dès le départ, Barack Obama, eh bien, voilà, il n'a pas de baguette magique. C'est pas Mary Poppins, il vient pas de chez Marvel, il vient de Chicago, et donc c'est pas un super héros, et il se heurte à des difficultés. Et donc penser que parce que Barack Obama est élu, et là aussi de raisonner un peu en termes binaires, Bush tout mal, Barack Obama tout bien, donc tout repart et tout redevient possible, non. Oui, c'est de nouveau les États-Unis qu'on a plus envie d'aimer que ceux de la dernière période. Mais son programme de santé, c'est difficile à passer. Au Proche-Orient, on voit qu'il a des difficultés. En Afghanistan, ça ne tourne pas comme il le voulait. L'Iran, il a déstabilisé l'Iran, mais du coup, le pouvoir a truqué les élections pour garder le pouvoir. Eh bien non, le monde est compliqué et les affaires mondiales ne se règlent pas comme par enchantement. Mais donc, il ne faudrait pas qu'un excès d'optimisme conduise à un excès de pessimisme ou que des attentes disproportionnées créent un désenchantement trop grand. Parce que, simplement, il y a là, pour la première fois depuis assez longtemps, au moins 8 ans, un président américain qui peut jouer collectif et qui, je dirais, par sa compréhension du monde et sa propre définition personnelle, c'est que le monde n'est pas un, qu'il est multiple. Pour terminer sur une boutade, je dis souvent aux étudiants, le problème dans les relations internationales, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et donc, eh bien, le monde, il ne peut pas être fait uniquement comme les Français le voudraient. Et si les autres pensent comme nous, ou ne pensent pas comme nous plutôt, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont plus bêtes ou plus méchants. C'est qu'ils ont d'autres intérêts nationaux. Il faut en prendre conscience avant d'agir. Merci. Merci, M. Boniface, pour ce panorama très complet des relations mondiales actuelles. On va peut-être passer au jeu des questions-réponses. Alors, voilà, si vous avez... Monsieur ?
Attendez, on va poser un micro. Ce n'était pas tout à fait le titre de la conférence, mais je suis quand même étonné que, parlant d'ordre mondial, à aucun moment vous n'ayez parlé des religions et très peu d'écologie, des problèmes d'écologie. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des manques. L'écologie, développement durable, c'est un défi majeur parce que quand on donne le prix Nobel de la paix à Al Gore et au groupe intergouvernemental des experts sur le climat, on leur donne le prix Nobel de la paix, pas d'économie, parce que c'est une menace. Le réchauffement climatique est une menace stratégique, qui est certainement une menace plus lourde que la prolifération des armes nucléaires. Pourquoi ? Parce que c'est la vie humaine qui est en jeu, à long terme, mais en plus, à plus court terme, s'il y a des biens qui deviennent plus rares, des terres agricoles qui deviennent plus rares, on va se battre pour elles. Au Darfour, la guerre, elle commence. Comment ? C'est parce que les terres arables sont devenues plus rares, ce n'est pas une histoire de religion. Donc oui, le développement durable, le réchauffement climatique sont des enjeux stratégiques majeurs, avec la première difficulté, c'est qu'ils ont une dimension nord-sud. Les pays du Sud disent « mais vous avez pollué la planète et maintenant vous voulez nous empêcher de nous développer ». Donc non, nous on n'est pas concernés, c'est pollueur-payeur, mais vous avez été les premiers pollueurs, donc faites attention. Et c'est une façon un peu de vouloir nous empêcher d'assurer notre propre développement. Donc il y a un aspect nord-sud également dans le développement durable ou dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'aspect stratégique que j'ai cité. Sur les religions, récemment, le Quai d'Orsay a créé au sein de la direction de la prospective une direction des religions. Je pense qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. Ramener tout à des critères religieux ou nier le critère religieux comme fait culturel qui a une importance politique. Malraux avait dit, et tout le monde le cite, le XXIe siècle sera religieux. Mais disons que la religion est aussi le refuge lorsque d'autres repères sont disparus. Pourquoi l'islamisme gagne ? Parce que le nationalisme arabe est en berne. Parce que le nationalisme arabe laïque est en berne et donc l'islamisme gagne du terrain. Si on prend le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit religieux. Le but des Israéliens n'est pas de convertir au judaïsme les Palestiniens. Et le but des Palestiniens n'est pas de convertir les Israéliens ni à l'islam, ni à la foi chrétienne, dont une minorité d'entre eux, dans laquelle une minorité d'entre eux se reconnaissent. C'est un conflit politique et territorial, dans lequel, lorsque des conflits politiques et territoriaux s'enracinent de trop, dans lesquels on ne voit pas de réponse, dans lesquels il n'y a plus d'issue, la dimension religieuse prend une forme plus grande. Donc je pense que ce serait une erreur de tout ramener à une dimension religieuse, mais l'un des avantages du Huntington, c'est d'avoir dit, attention, il ne faut pas oublier la dimension religieuse, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Et même si ce chemin est divers et varié, il y a des gens qui agissent politiquement au nom de la foi. Mais s'ils agissent politiquement au nom de la foi, c'est avant tout un acte politique, avant d'être un acte de foi. Alors j'ai une question, je profite de ma position de marraine. Vous avez évoqué les attentes vis-à-vis du président Obama. Et dans ses différents discours, je crois que depuis son investiture, il en a prononcé un peu moins de 300. Il a, à de multiples reprises, manifesté un signe de volonté de réconciliation vis-à-vis du monde musulman. Est-ce que vous pensez que malgré tout, le changement qu'on est en droit d'attendre d'Obama sur ce point n'est pas davantage un changement dans la forme que dans le fond ? La forme, c'est fait. Donc il reste le fond. J'ai toujours pensé que le conflit israélo-palestinien était, depuis quelque temps, en tout cas depuis l'élection d'Obama, était central. Si les musulmans, pas les arabes, si les musulmans n'aiment pas les États-Unis, c'est pas par anti-américanisme qu'on le dit, parce qu'ils veulent étudier dans les universités américaines, ils regardent les films américains, et la plupart sont ébahis par la consommation, les modes de consommation américains. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la politique étrangère américaine. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'elle est injuste, qu'il y a un deux poids, deux mesures, et que sans l'aide
très forte, pour ne pas dire inconditionnelle, que les Américains accordent à Israël, eh bien Israël ne pourrait plus occuper les territoires palestiniens. Et que cette histoire d'occupation des territoires palestiniens, qui est à la fois mineure géographiquement, qui ne concerne pas grand monde, il y a moins de morts en Palestine par rapport à l'Afrique des Grands Lacs, par rapport au Darfour, par rapport à la Tchétchénie, il y a des conflits, la Somalie, il y a des conflits beaucoup plus importants. Dans ces conflits, le monde occidental n'est pas autant partie prenante. Il peut être passif, mais il n'est pas un spectateur engagé. Donc ce que les Arabes, les musulmans reprochent aux États-Unis et au monde occidental, c'est de donner une impunité à Israël en disant, regardez, le Kosovo, 10 ans après, ils sont indépendants, alors que personne ne niait qu'il y avait une souveraineté yougoslave sur le Kosovo. Personne n'a jamais reconnu une souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens. 60 ans après, 40 ans après, ils sont toujours occupés pour les territoires de 67, puisque c'est sur cela que pourrait se faire une éventuelle paix. Donc c'est ça qu'on reproche aux États-Unis. Là-dessus, bien sûr, il y a le discours de George Bush, qui est venu entre l'axe du mal, lorsque, avec un bonheur contestable, il a parlé de croisade. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais les musulmans n'aiment pas tellement le terme croisade. On se demande pourquoi. Hein. Bon, mais ça ne leur a pas plu, quoi. Donc, des actions concrètes, comme la guerre d'Irak. Samuel Huntington lui-même, l'inventeur, le concepteur du choc des civilisations, a dit en 2004, lors du duel Kerry-Bush, que la plus grande erreur qu'il ait faite dans sa vie, c'est d'avoir voté George Bush en 2000. Parce que George Bush avait rapproché les États-Unis du choc des civilisations. Et effectivement, quand vous faites la guerre d'Irak, vous n'envoyez pas un message de paix au monde arabe. Parce que les Arabes disent quoi ? L'Irak, oui, bon, les armes nucléaires, on parlait d'armes de destruction massive qui sont devenues des armes de disparition massive, alors qu'Israël a ses armes nucléaires, et que par ailleurs, personne ne croit que c'était pour instaurer la démocratie en Irak qu'on a fait la guerre. Sinon, il y a d'autres directions qui auraient pu être prises, Corée, Ouzbékistan, etc. Et donc, ça, c'est venu se superposer sur tout ce qui existait auparavant. Alors que les Européens disaient, il faut d'abord avancer sur le conflit israélo-palestinien avant de s'attaquer au problème Saddam Hussein. Saddam Hussein est un problème. Mais si on ne progresse pas sur la question israélo-palestinienne, on ne sera pas légitime à avancer sur la question Saddam Hussein. Et d'ailleurs, il y a eu un formidable bouquin de débat entre Zbigniew Brzezinski, qui était l'ancien conseiller national de la sécurité de Jimmy Carter, et Brent Scowcroft, qui était celui de George Bush père. Et Scowcroft raconte qu'après la guerre du Golfe de 90-91, plutôt avant, George Bush père avait dit aux pays arabes, j'ai besoin de votre aide pour aller vaincre Saddam Hussein. Et Saddam Hussein communiquait à l'époque pour dire qu'il représentait les Palestiniens, que s'il avait attaqué le Koweït, c'était pour les Palestiniens. Et que si Israël se retirait de Palestine, lui se retirait du Koweït. Et donc Bush a dit aux Saoudiens, aux Égyptiens, on s'occupera du conflit israélo-palestinien après, mais on règle d'abord la question de Saddam. Les pays arabes ont dit oui. George Bush a tenu parole. Il a menacé Shamir de ne plus les garantir des prêts s'il continue à coloniser. Il a lancé la conférence de Madrid et puis il a perdu les élections. Donc, et là, Obama arrive avec un très lourd déficit, puisque dans les pays arabes, les gouvernements arabes sont pro-américains. Ils dépendent pour leur sécurité des États-Unis. Mais dans les pays arabes ou musulmans pro-américains, les sondages que font régulièrement les organismes d'enquête d'opinion américains montrent qu'à la fin de George Bush, l'hostilité aux États-Unis dans les opinions publiques musulmanes, c'était vrai pour l'Indonésie, etc., en Turquie et donc dans les pays arabes, allait de 80 à 97%. 97% en Jordanie, qui est un des pays les plus pro-américains en termes de diplomatie. Donc Obama est conscient de cela. Et l'erreur de George Bush, c'était de dire, bon, j'envahis l'Irak et je lance une télévision pour montrer qu'on est pro-arabe. Une bonne communication ne remplace pas une bonne politique. Vous ne pouvez pas communiquer. Quel est donc le test d'Obama ? Il a fait le discours du Caire qui était attendu, il ne l'a pas manqué. Parce que, disent les Arabes, pour une fois, on n'est pas vu comme des terroristes. Pour une fois, on n'est pas vu comme une menace potentielle, mais comme un partenaire, comme des gens respectables. Mais maintenant, on s'attaque à l'os. C'est-à-dire que, quels que soient les beaux discours et les paroles de paix, qui valent mieux que les paroles maladroites ou agressives, et que les conduites agressives, mais s'il n'y a pas un progrès rapide, réel, sur la question palestinienne, d'ici 1 an ou 2, les Arabes et les musulmans, et pas seulement, diront « ça ne change pas ».
Et je dis pas seulement parce que c'est la même chose au Brésil, c'est la même chose en Afrique du Sud. Donc c'est pas seulement quelque chose de communautaire, de religieux ou d'ethnique. Parce que dans tous les pays, les Indonésiens, ils vous disent, si on est pro-palestinien, c'est pas parce qu'on est musulman. C'est parce que nous sommes les héritiers de l'esprit de Bandung, que nous sommes le tiers-monde en marche. Et que le Panchsila a été créé chez nous, et que nous sommes, dans notre ADN, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pas seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde. Et les Brésiliens et les Sud-Africains, eux, voient un relais avec leur propre mémoire, bien sûr, de l'occupation. Il y a des gens qui ont la grippe ici. Vous parliez donc d'Obama, enfin des États-Unis et de leur position par rapport à Israël. Et par rapport à la France, pourquoi est-ce qu'en France on n'arrive pas non plus à vraiment avoir un vrai débat là-dessus? J'ai lu votre ouvrage bien sûr sur cette question-là, mais pourquoi encore aujourd'hui on donne des leçons aux Américains alors qu'ici on n'est pas non plus capable d'avoir une vision objective et d'être et de régler la question en France sur le rapport sur la question entre Israël et la Palestine. On ne donne pas des leçons aux États-Unis. Les pays européens ont cessé de donner des leçons aux États-Unis sur ce sujet et ont cessé d'être actifs sur le sujet. Donc il y a une passivité européenne qui s'explique pourquoi. Parce que sur l'Irak, l'Europe était divisée, mais il y avait une forte partie des Européens qui étaient hostiles à la guerre, qui se sont opposés aux États-Unis. Dès qu'Israël est en jeu, l'Allemagne n'est pas là. Et l'Allemagne, pour encore un temps long, s'interdira tout jugement sur Israël pour des raisons parfaitement compréhensibles. Et moi, j'en discute souvent avec les Allemands. Je dis, mais combien de temps encore est-ce que les jeunes générations ont encore cette culpabilité, ou est-ce que vous passez à autre chose, ou est-ce que les jeunes générations disent, c'est pas parce que nos grands-pères ont fait la Shoah que les Palestiniens aujourd'hui doivent être occupés, ou bon. Je pense que durablement, l'Allemagne sera hors course sur la question israélo-palestinienne. Et par contre, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée en disant on n'arrive pas à avoir une position? Il y a plusieurs positions, des positions contradictoires. Ce que l'on peut regretter, même si je pense que les choses ne s'arrangent pas forcément, mais c'est que c'est des sujets sur lesquels il est difficile d'avoir un débat parce que ça devient immédiatement une polémique et que les gens ne s'écoutent pas, ou en privé. Moi, j'ai déjeuné avec l'ancien président du CRIF aujourd'hui, et je lui disais, mais quand vous étiez président du CRIF, on n'a pas pu déjeuner ensemble. Parce que votre base l'aurait empêché. Bon, là, ça va. Bon. Et donc, parce que très souvent, les extrémistes prennent l'agenda et font de la surenchère. Des deux côtés, d'ailleurs, parce que j'ai été également attaqué parce que j'avais reçu à l'IRIS l'ambassadeur israélien. Je disais, écoutez, ne pouvez pas dire vous êtes pour la paix et pas avoir d'Israéliens, c'est un peu compliqué quand même. Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel les passions historiques, coloniales, décoloniales, communautaires, de l'antisémitisme, etc., remontent. Donc le but, je dirais, c'est de pouvoir en parler tranquillement. Et en tous les cas, moi, par rapport à cela, la ligne de conduite que je me suis fixée, c'est, pour faire court, ni Dieudonné, ni Catherine Ney. C'est-à-dire, pas devenir antisémite parce qu'on critique Israël, mais pas non plus se dire, oulala, ça chauffe, plus jamais, parce que Catherine Ney avait fait un commentaire après la mort du petit Mohamed El-Doura en faisant une comparaison par rapport à la photo fameuse de l'enfant juif des ghettos de Varsovie. Ça avait suscité une tempête de protestation et dit « plus jamais je ne parlerai du conflit israélo-palestinien ». Je crois qu'au contraire, il faut en parler parce que quand on n'en parle pas, le débat prend des formes plus sournoises, plus souterraines et plus dangereuses à terme pour le vouloir vivre collectif ensemble. Et que donc, il y a entre le silence un peu lâche et l'extrémisme militant, il y a de la marge, il y a de l'espace. Et juste par rapport à préciser, effectivement, je pensais qu'il n'était pas très clair, c'était aussi le fait qu'il soit difficile de faire en France la différence entre le problème politique israélo-palestinien et le problème interne en France et le développement du conflit israélo-palestinien reporté à la France. C'était aussi Oui, il y a une importation du conflit israélo-palestinien. Là, les dirigeants du CRIF regrettent l'importation et disent, il y a encore
Carmen l'a encore dit à midi, parce qu'on assimile juifs et israéliens. Je dis oui, mais si, en tant que CRIF, vous prenez toujours la défense d'Israël, cette assimilation, vous y participez également. Mais en tous les cas, au-delà de cela, on peut très bien dire que quelle que soit l'assimilation, on reste dans un débat. C'est une affaire de débat politique et pas ni une affaire, bien sûr, de violence, mais ni même une affaire d'insulte ou d'excommunication, etc. Bon. C'est un peu compliqué, mais je crois qu'il ne faut pas céder et qu'on y vient, quoi. Le climat est moins irrespirable aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Ceci étant, on est indexé avec ce qui se passe là-bas, quoi. Et donc, comme on n'a pas tellement de prise sur ce qui se passe là-bas, faut faire attention, être plus vigilant dans notre propre pays. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Boniface, bonsoir. Je voulais savoir, à votre avis... La sonorisation est tellement bien faite qu'on ne voit pas d'où... De votre point de vue, quelle efficacité et quelle légitimité donner au XXIe siècle à une organisation telle que l'OTAN? Et plus précisément, quel regard portez-vous sur le retour de la France dans le commandement intégré au premier semestre de cette année? Nicolas Sarkozy eut une chance que je ne qualifierais pas parce qu'il avait décidé de la réintégration de la France dans l'OTAN dès son élection. C'était une décision majeure de réconciliation avec les États-Unis que ni le Quai d'Orsay ni la Défense pourtant allant voulaient un rapprochement supplémentaire, etc. Sarkozy a décidé, pour ne pas faire les choses à moitié, mais parce qu'il fait de la politique étrangère comme il fait de la politique intérieure, d'y aller à fond et de revenir complètement dans l'OTAN. Sa grande chance, c'est qu'il le fait lorsque Barack Obama est élu et qu'on est en pleine lune de miel et que quand vous avez 93% des Français qui se disent satisfaits de l'élection de Barack Obama, les socialistes et les communistes ont eu beau protester à l'Assemblée, ils tombaient à plat. McCain élu, et imaginons McCain menaçant d'aller bombarder l'Iran, on serait quand même revenu dans l'OTAN. Ça aurait suscité d'autres débats dans l'opinion publique, là, pour dire, oula, où est-ce qu'on met les pieds? Sur le fond. Donc là, coup de chance pour Nicolas Sarkozy, il n'avait pas prévu ça, mais le cadeau de Noël au mois d'avril, c'est que c'est Barack Obama qui est président des États-Unis quand la France réintègre. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose. On était absent de 2 comités, on en rejoint un. Sur le fond, ça ne change rien. Sur les symboles, ça change des choses. Sauf que la diplomatie, c'est une affaire de symboles. Et donc la perception qui a été faite dans une grande partie du monde extérieur, c'est une sorte d'alignement de la France sur les États-Unis, une perte de spécificité. Est-ce que ça va aider l'Europe de la défense? Je constate qu'au départ, on disait qu'on conditionnait la réintégration par la constitution préalable d'un pilier européen de la défense, et que maintenant on nous dit que ça sera le bout du chemin. C'est ce qui va arriver après. Le fait, c'est que les Américains ne vont pas le laisser faire de toute façon, mais ça vient ruiner l'argument des pays qui soupçonnent toujours la France d'être anti-atlantiste et, lorsqu'elle parle d'Europe de la défense, de le voir comme un complot anti-américain. Avec là en plus le refus américain de déployer les missiles et les radars en Pologne et en République tchèque, ça donne de l'espace. Mais pour moi, le vrai symbole, c'est est-ce que la France s'opposera à des dérives? Il y a 2 types de dérives potentiellement extrêmement, à mes yeux en tous les cas, importantes de l'OTAN. Une dérive géographique et une dérive fonctionnelle. La dérive géographique, elle est aussi un petit peu institutionnelle, c'est l'élargissement sans fin. Heureusement que la Géorgie n'a pas été intégrée dans l'OTAN, parce que Saakashvili aurait fait encore plus la guerre, je crois, s'il a été membre de l'OTAN, en pensant qu'on serait plus venu à son secours. Donc il est peut-être temps, parce que bien sûr on dit mais l'élargissement de l'OTAN, c'est pas grave, la Russie n'a pas raison de s'inquiéter, sauf qu'elle le voit comme un encerclement. Si du temps du pacte de Varsovie, de nombreux pays d'Amérique centrale avaient rejoint le pacte de Varsovie, les États-Unis n'auraient pas dit oh, c'est bénin, ce n'est pas grave. Et maintenant, l'élargir, ne serait-ce que par des contacts réguliers avec la Corée du Sud, l'Australie, le Japon, pays sympathiques. Mais quand on est chinois, ça ne plaît pas. Et donc, deuxième dérive, c'est une dérive fonctionnelle. Comme l'OTAN existe, que l'OTAN dit que c'est une sorte de couteau suisse qui peut tout faire, et bien maintenant, dès qu'il y a une mission, on appelle l'OTAN. Piraterie, l'OTAN. Lutte contre les migrations, est-ce qu'on va appeler l'OTAN?
Et donc de plus en plus, il y a des défis de sécurité qui sont traités par des moyens militaires de l'OTAN. Donc on militarise des défis qui sont des défis politiques. On reconnaît qu'il y a des défis qui ne sont pas des défis militaires, comme les migrations de masse, comme est-ce que l'OTAN va servir à lutter contre le réchauffement climatique. Et si on élargit trop les thèmes et les pays, l'OTAN, ça va devenir quoi ? Ça va devenir l'armée des Blancs du choc de civilisation, le bras armé du monde occidental. On dit que l'OTAN, ce n'est pas les croisades, etc., que c'est différent, qu'il y a des accords avec les pays musulmans et arabes, oui, avec les gouvernements, mais dans les populations. Un journaliste anglais, Robert Fisk, a calculé qu'il y avait 22 fois plus de soldats occidentaux dans le monde musulman aujourd'hui qu'au temps des croisades. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut toujours voir quel est le point de vue de l'autre. Et dire non, nous sommes pacifiques, nous venons pour empêcher les femmes de porter la burqa, ce qui en plus est faux, puisqu'elles portent la burqa en Afghanistan, même s'il y a des troupes de l'OTAN, eh bien ce n'est pas vu comme cela par les populations. Et c'est vu plus comme des forces. Les forces en Afghanistan qui étaient vues comme des forces de libération sont désormais majoritairement vues comme des forces d'occupation. Et si en Irak, les troupes américaines avaient quitté l'Irak dès mai 2003, eh bien, les Américains auraient une popularité extraordinaire en Irak et dans une plus grande partie du monde arabe. Bonjour. Ici. C'est pour demander que pensez-vous de la force du lobby pro-israélien aux États-Unis ici. J'ai vu un reportage sur la chaîne Histoire qui montrait que tous les dirigeants des États-Unis, qu'ils soient sénateurs ou présidents, se font photographier à l'EPAC, qui est un des principaux lobbies pro-israéliens. Et il est souvent de bon ton de dire quand qu'on atteint des hautes responsabilités aux États-Unis que l'intérêt national d'Israël est aussi l'intérêt national des Américains. Donc que pensez-vous de la force de ce lobby et de son influence sur la continuation du conflit israélo-palestinien ? C'est ce qu'a dit Hillary Clinton pendant la campagne, effectivement. Il y a une anecdote que je cite dans le livre qui est terrible, c'est imaginez qu'un chef d'État en appelle un autre, celui-ci est en train de faire un discours, donc il ne peut pas prendre le chef d'État qui l'appelle au téléphone. L'autre râle, du coup le chef d'État abandonne son discours, prend son homologue au téléphone et sur instruction change son vote aux Nations Unies. Et ben, c'est ce qui s'est passé entre Olmert et Bush, mais c'est Olmert qui appelait pour que Bush change de vote aux Nations Unies pendant la guerre de Gaza. C'est pas Brejnev qui appelait Jaruzelski ou c'est pas Giscard qui appelait le président tchadien. Bon. Donc ça, c'est l'exemple extrême. Par rapport à cette question, premièrement, on parle d'un lobby juif aux États-Unis parce que l'expression n'est pas connotée de façon antisémite. Parce que les lobbies, il y a un lobby cubain, il y a un lobby arménien, il y a un lobby turc, il y a des lobbies polonais, etc. Bon. Mais la PAC, ce n'est pas un lobby juif, c'est un lobby pro-israélien. Et donc, effectivement, pour des raisons différentes, dont l'existence d'une communauté juive n'est pas la seule, la politique américaine est très pro-israélienne. Quelles sont ces raisons ? Il y a ce lobby pro-israélien qui est l'AIPAC. C'est une des raisons parmi d'autres, ce n'est pas la seule. L'autre raison, c'est une perception de communauté de destin entre le peuple américain et le peuple juif. Deux peuples missionnaires, deux peuples qui ont dû se battre contre les éléments extérieurs, deux peuples qui allaient à la terre promise. Donc il y a dans le fond un peu, l'exceptionnalisme est quand même commun. Il y avait l'alliance de la guerre froide, Israël est l'allié de la guerre froide des États-Unis, que Sharon a habilement transformé en alliance dans la guerre contre le terrorisme. Lorsque Walt et Meschmeyer font leur livre « Le lobby pro-israélien aux États-Unis », publié à la découverte, il y a une tempête contre eux, mais ils font bien la distinction, ils montrent un certain nombre de votes, etc. Et ils montrent surtout, parce que ça n'a pas toujours été le cas, George Bush père a pris des décisions qui s'opposaient à Israël. Jimmy Carter également, Bill Clinton aussi. C'est vraiment George Bush dont on peut penser qu'il était persuadé que son père a perdu les élections
notamment à cause de cela, et donc il a changé son attitude de ce fait, et que sa croyance religieuse missionnaire l'amenait aussi vers cela. Alors, il y a par contre un élément qui est beaucoup plus gênant, et c'était l'électorat de George Bush, beaucoup plus encore que l'AIPAC, c'est ce qu'on appelle les chrétiens sionistes. Ce sont des fondamentalistes chrétiens, et vous savez que le terme de fondamentaliste a été d'abord inventé pour les protestants et pas pour les musulmans. Ce sont des gens qui pensent que le Messie va revenir sur terre seulement si les Hébreux occupent toutes les terres que Dieu leur a données. Donc ce sont des gens qui s'opposent à l'enseignement de Darwin dans les écoles. La communauté juive américaine, on dit souvent qu'elle a un pouvoir d'achat de riches et elle a un pouvoir d'achat de WASP et un vote de Chicanos. Parce que les juifs américains sont très libéraux. Ils ont voté encore majoritairement Obama. Ils avaient voté majoritairement contre George Bush. 2/3 quand on dit que la guerre d'Irak a été faite pour les juifs, non, 2/3 des juifs américains étaient opposés à la guerre d'Irak. Sauf que l'AIPAC n'est pas représentative de la communauté juive américaine. L'AIPAC, comme souvent les institutions, ne représente pas la communauté dont elle est censée être issue parce qu'elle est beaucoup plus à droite, beaucoup plus likoudnique que la communauté juive américaine. Alors, les juifs sont des libéraux. Le problème des chrétiens sionistes, c'est que les juifs américains peuvent changer leur position en fonction d'événements politiques. Le texte de la Bible, on ne va pas le changer rapidement. Donc les chrétiens sionistes, eux, ne veulent pas bouger là-dessus. Heureusement, Obama sait qu'il ne les aura pas et que c'était plutôt l'électorat de George Bush. Le facteur d'espoir récent, c'est ce qu'on appelle le G Street. Comme vous savez, il n'y a pas de rue G à Washington. C'est une rue qui n'existe pas. Et c'est formé récemment, notamment avec George Soros et d'autres, un G Street à la fois par référence à cette rue qui n'existe pas et par rapport à Jew. Ce sont des juifs américains qui sont pro-israéliens, mais qui disent l'intérêt d'Israël, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. On veut qu'Israël fasse la paix avec les Palestiniens parce qu'en tant que juif, on ne se reconnaît pas dans l'occupation d'un peuple par un autre, et que deuxièmement, si Israël veut vivre au Proche-Orient, ce qui est plutôt le cas, c'est plutôt avec ses voisins arabes qu'il fera la paix. Et donc, ces juifs américains disent George Bush n'a pas rendu service à Israël parce que lorsque vous avez un ami qui est dans la dépendance, vous ne fermez pas les yeux sur la dépendance. Israël est dans la dépendance par rapport à la force militaire. L'aider là-dedans n'est pas lui rendre service. Il faut plutôt l'aider à aller vers la paix. Et donc ce lobby juif libéral commence à s'organiser alors qu'auparavant, c'est des gens qui n'étaient pas organisés, ne voulaient pas s'en mêler, et voient dans Obama un relais possible. Donc là, il y a un rapport de force qui bouge. Mais par rapport au conflit palestinien, il y a deux obstacles majeurs. Bon, il y a l'obstacle quand même avec Israël Beiteinu et le Chasse, donc des partis extrémistes au pouvoir en Israël, qui ont suscité moins de réactions que la participation de mouvements d'extrême droite au gouvernement autrichien. Il n'y aura pas de paix possible avec ce gouvernement-là. Et qu'en même temps, il faut ici reconnaître que la division du mouvement palestinien ne permet pas d'aller vers la paix. Et tant que le Hamas et l'autorité palestinienne seront divisés, les Israéliens diront négocier avec Mahmoud Abbas, ça ne sert à rien, il n'a pas le pouvoir, et le Hamas ne veut pas négocier. Donc il y a ces deux obstacles principaux. Je pense que la solution, ça serait le fait de ne pas parler au Hamas est stupide, parce qu'on ne choisit pas ses adversaires. Et donc dire on n'est pas d'accord avec lui, on ne lui parle pas, la diplomatie est justement faite pour parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc le fait de ne plus reconnaître le gouvernement palestinien une fois que le Hamas a gagné les élections est venu aggraver la situation, parce que les gens disent « Ah, vous êtes pour la démocratie, vous faites la guerre en Irak pour la démocratie, mais quand nous, au vote, vous n'êtes pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne nous parlez plus. Donc, ok, merci, on a vu votre conception de la démocratie. » Et par ailleurs, ça a renforcé le Hamas dans son refus d'Israël, alors que le Hamas est prêt à prendre le même chemin que le Fatah a fait auparavant. Mais donc la division des Palestiniens et la radicalisation de l'électorat israélien est venue aggraver la situation au moment où, si Israël n'avait pas fait la guerre, le problème c'est qu'on dit que les démocraties sont pacifiques. Non. C'est parce qu'Israël est une démocratie qu'Israël a fait la guerre à Gaza. Parce qu'il y avait des élections et que Tzipi Livni a dit « je ne vais pas laisser Netanyahou faire de la surenchère, donc je fais la guerre ». Mais si elle n'avait pas fait la guerre, qu'elle avait gagné les élections, elle aurait pu mieux jouer avec Obama.
Et en Israël comme ailleurs, les électeurs préfèrent toujours l'original à la photocopie. Donc quand ceux qui disent vouloir négocier font la guerre, les électeurs votent pour ceux qui veulent faire la guerre de toute façon. Bonsoir Monsieur Boniface. J'ai pu voir dans vos articles de presse ou dans votre entretien avec Pape Diouf, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, votre passion pour le foot. Donc je voudrais que vous nous expliquiez un peu la place que tient le football dans votre analyse du monde géopolitique, par exemple. Est-ce que les transferts records de Cristiano Ronaldo, de Kaka, ont un réel impact sur le reste de l'actualité? Non, ça a aucun impact. Je sais qu'on dit il y a deux, enfin c'est Alain qui avait dit il y a deux catégories professionnelles dont le salaire sont indécents, ce sont les traders et les footballeurs, mais bon, certains consultants également ont des salaires indécents, donc c'est pas... Et Pape Diouf dirait que finalement c'est une sorte de socialisme. Le football, ce sont les travailleurs qui profitent de la rente qu'ils créent eux-mêmes. Bon, mais non, si le football m'intéresse en termes géopolitiques, c'est plus par rapport au phénomène d'identité nationale, au phénomène plus que les transferts, au phénomène de représentation, au fait que l'unité nationale se refait dans le match de football, que l'équipe nationale est le porte-drapeau d'un pays, quels que soient les clivages ethniques, sociaux, religieux, politiques. C'est vrai pour... Qu'est-ce qui tient... Le seul truc qui réunit Wallons et Flamands en ce moment, c'est l'équipe de football en Belgique, pas autre chose. Mais en fait, la vérité vraie, puisque je peux vous la dire, parce qu'on est entre amis, je vous fais une confidence, c'est que je suis nul au football, que j'ai jamais pu être reconnu par mes talents balle au pied, que j'ai essayé de me venger plume à la main, et donc ce que je n'ai pas su faire en joueur, j'ai essayé de faire en écriture, et que l'avoir un peu écrit sur le football me permet de me donner l'illusion que quand je vais voir des matchs de football, je travaille et que je fais mon métier, ce qui est faux, parce que je vais en fait simplement assouvir ma passion, mais ça me permet d'assouvir ma passion avec en plus bonne conscience, ce qui est rare quand on assouvit ses passions, surtout les plus fortes comme celle du football. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais savoir votre opinion par rapport à la France. Où est-ce que vous la situez dans ce nouvel ordre mondial, puisqu'on vous n'en avez pas beaucoup parlé. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle a changé de stature depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, ou c'est juste de l'agitation médiatique d'une puissance qui reste moyenne au plan mondial? Écoutez, ni Nicolas Sarkozy n'a sauvé la France du gouffre dans lequel elle se précipitait, ni il y a plongé par son action maladroite. La France a des atouts structurels qui vont diminuant. Parce que l'atout structurel qui était le pays indépendant pendant la guerre froide, qui était un allié occidental tout en étant différent, quand la guerre froide se termine, on le perd. Que nos atouts se... Bon. Et en même temps, je veux dire, quand on parle du déclin français, on en parlait déjà sous Jeanne d'Arc. Il y a même d'ailleurs un genre littéraire, la déploration, pour déplorer le déclin français. Est-ce que la France est moins puissante? On parle donc que la France n'est plus une puissance. Par rapport à qui? Par rapport à Napoléon Ier? Oui, enfin, quoique Waterloo n'a pas été vraiment un franc succès. Par rapport à Louis XIV, ça dépend, parce qu'à la fin du règne de Louis XIV, la France était exsangue, et que la France me paraît mieux se porter aujourd'hui qu'en mai 40 ou que lors de Dien Bien Phu. Et que ce n'est pas un président en tant que tel qui va changer la donne. Les politiques étrangères de pays, c'est des gros paquebots qui changent. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy mène, dans son style qui est différent, mais grosso modo, et j'ai fait souvent des papiers, dès son élection d'ailleurs là-dessus, mène une politique traditionnelle française. Il n'est pas très loin de la ligne gaulo-mitterrandiste. Il n'est pas très loin. Il dit autrement les choses, mais finalement, il se dit pro-israélien, et il a, dans son dernier discours aux ambassadeurs, dit ce qu'il a dit dès son premier discours aux ambassadeurs, donc dès 2007, que le conflit israélo-palestinien était central. Ce que disent pas les inconditionnels d'Israël. Et il dit que la création de l'État palestinien est un axe fort, je le cite, de la politique française. Il se dit pro-américain et en même temps il dit que le monde est multipolaire et que le dollar ne doit plus être la monnaie internationale. Chirac n'aurait jamais osé dire ça à son époque. Donc on est plutôt dans la continuation avec un habillage différent. Vous savez, tous les présidents américains de la 5e, De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Chirac et donc Sarkozy, on verra comment il se terminera, quand ils sont arrivés au pouvoir, on dit « Ah, c'est des pro-américains », etc. Chirac, vécu comme anti-américain et
israélien a commencé son premier mandat en voulant réintégrer la France dans l'OTAN et en déclarant et en engueulant Jospin parce qu'il avait mal parlé du Proche-Orient et en déclarant une flamme sans nom pour Israël. Donc tout ça change parce qu'il y a quand même des structures lourdes dans la politique étrangère d'un pays. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Donc ma question concerne la Turquie. Je voulais savoir si selon vous, la Turquie arrivera à terme à faire jouer son rôle de pivot entre l'Europe et le Proche et Moyen-Orient, ou qu'au contraire, cette position qui pourrait s'avérer stratégique restera un peu négligée du fait des problèmes internes de la Turquie ou de ses frontières avec des pays dits voyous. Ou des problèmes internes des pays européens. Parce que si j'avais un vrai différend avec Nicolas Sarkozy en pays étrangère, c'est son attitude par rapport à la Turquie. Parce que là, il fait prévaloir des critères de politique intérieure en disant c'est populaire de s'opposer à la Turquie, alors que le problème ne se posera pas, même s'il faisait un deuxième mandat. La Turquie sera intégrée en Union européenne. La question de l'intégration de la Turquie en Union européenne, c'est pas avant 10-15 ans pour que l'ensemble... Et donc, il faut traiter la Turquie pour ce qu'elle fait, pas pour ce qu'elle est. La Turquie, il ne faut pas la prendre pour... Soit on dit que l'Europe est un club chrétien, mais certains pays européens ont des problèmes. S'il n'y a pas que des chrétiens en Europe, soit on dit que la Turquie peut participer à certaines conditions qu'elle commence à réaliser, traitement plus équitable des minorités, liberté publique en développement et économie. Mais si on veut avoir une Europe forte, c'est avec des diplomaties de grands pays qu'on le fera. Ce n'est pas avec des pays d'1 million d'habitants. Et donc la Turquie a montré en 2003 que lorsque, malgré une proposition d'une aide de 26 milliards de dollars, ils refusent de laisser passer les troupes américaines, c'est qu'ils ont une vraie diplomatie, qu'ils ont un vrai intérêt national. Ça peut être un vrai renfort. Moi, je suis convaincu que la Turquie peut être un vrai renfort pour l'Union européenne à certaines conditions qui sont les conditions de Copenhague, les critères d'entrée de tout pays. Et que par ailleurs, on dit, bon, peut-être qu'éventuellement, on peut dire, on n'aurait pas dû leur dire qu'ils sont rentrés, etc. Mais donc, c'est différent de ne pas se marier avec quelqu'un que de rompre les fiançailles. Et une fois qu'on leur a dit qu'ils avaient une vocation européenne et qu'on leur a dit 2 fois, leur dire, ah, écoutez, on s'est trompé parce qu'en fait, on s'est aperçu que vous êtes musulmans et ça, c'est pas européen. Je pense que ça pourrait avoir des effets négatifs. Avant de se quitter, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on va devoir se quitter, je voudrais rappeler 2 événements de l'association. D'abord le concours littéraire, c'est une nouveauté cette année. Un thème plutôt taquin, on va dire. Il est 4h du matin. Alors, vous avez reçu un mail là-dessus, donc on attend un peu de voir les diverses inspirations. On sait que vous avez du talent, ou si vous êtes là, c'est que vous en avez. Et la deuxième chose, c'est demain, conférence exceptionnelle, de 17h30 à 19h30, Philippe Manœuvre à Audencia. Toutes les confs sont exceptionnelles, bien sûr. Voilà. Donc merci une nouvelle fois à Pascal Boniface pour sa présence. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle conférence des Égoriens.